1993, le professeur Philip Johnson de l'université de Berkeley en Californie invita des scientifiques et des philosophes à se réunir dans une petite ville balnéaire sur la côte centrale californienne. Des intervenants de Cambridge, Munich, Chicago et d'autres pôles universitaires participèrent à cette table ronde dans le but de réexaminer un sujet qui domine la science depuis 150 ans. Je pense que cette rencontre de Pajaro Dune a été un moment décisif pour beaucoup d'entre nous. Chacun se posait des questions sur la théorie de l'évolution. Et chacun a apporté ses idées personnelles au débat, ce qui nous a permis subitement d'aborder les choses avec un regard tout à fait neuf. Ça a été pour moi une période très intense de ma vie. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose de bien plus satisfaisant intellectuellement que ma perspective précédente. En y repensant aujourd'hui, je crois que cela m'a motivé à regarder de plus près les preuves et à comprendre vers quoi elles aboutissent. J'ai réalisé que ceci était plus grand qu'un point de vue personnel ou qu'une discipline. C'était la naissance d'une communauté de scientifiques qui désiraient désormais se pencher sur le mystère fondamental de l'origine de la vie. Parfois je me demande pourquoi on s'attarde sur d'autres sujets, car celui-ci me semble de loin le plus intéressant. D'où venons-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui fait que nous existons? Quelle est notre relation à la réalité dans son ensemble? Vous contemplez l'incroyable diversité et complexité de la vie et la question inévitable surgit. D'où vient tout cela? Est-ce le simple fait du hasard? De la nécessité? De forces naturelles non dirigées? Ou est-ce autre chose? Peut-on y voir une intention, un plan, une conception attribuable à de l'intelligence? Je pense que ces questions sont fondamentales. Les scientifiques réunis à Pajaro Dune se proposèrent de réexaminer le mystère de l'origine de la vie, étant donné qu'ils avaient tous des doutes importants concernant les idées évolutionnistes largement répandues. Parmi eux, le biochimiste Michael Behe se demandait comment des processus naturels avaient pu donner lieu aux structures très élaborées présentes dans les cellules vivantes. Dean Kenyon, biologiste évolutionniste, ne considérait plus que la chimie puisse à elle seule expliquer les origines de la vie sur Terre. Stephen Meyer, Paul Nelson et William Dembski cherchaient une nouvelle approche pour expliquer l'origine des informations génétiques codées dans les organismes vivants. Ces scientifiques et philosophes commencèrent à formuler une alternative à la théorie centrale de la biologie moderne. Une théorie qui a pris naissance dans l'esprit du naturaliste anglais Charles Darwin. En 1831, Darwin, âgé de 22 ans, entreprit une expédition de 5 ans à travers le monde pour l'Empire britannique. Quittant l'Angleterre, à bord de l'HMS Beagle, il fit le tour de l'Amérique du Sud, puis remonta au nord dans l'océan Pacifique, vers les îles volcaniques des Galapagos. Sur cet archipel désert, à 965 km des côtes équatoriennes, Charles Darwin rencontra une grande variété d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, tels qu'il n'en avait jamais vus auparavant. Pendant plus d'1 mois, il étudia les plantes et les animaux, prit des notes détaillées et récolta des spécimens. Puis, il plia bagages pour ne jamais revenir. 25 ans s'écoulèrent
pendant lesquelles il développa une théorie sur l'origine des diverses formes de la vie sur Terre. En 1859, Darwin publia un ouvrage intitulé « De l'origine des espèces », dont l'impact sur la science et par la suite sur toute la culture occidentale fut très important. Darwin chercha à montrer que la vie était le produit de forces naturelles aléatoires, le temps, le hasard et un processus qu'il appela la sélection naturelle. Pendant 2500 ans avant Darwin, les scientifiques et les philosophes les plus éminents, comme Platon, Newton ou Kepler, considéraient le monde comme le produit d'une certaine conception, d'un certain plan. Mais à la suite de l'idée de Darwin concernant la sélection naturelle, une véritable transformation s'est opérée dans la philosophie scientifique. Darwin ne fut pas le premier savant à proposer une théorie de l'évolution, mais il fut le premier à présenter un mécanisme naturaliste plausible capable d'entraîner des changements biologiques sur de longues périodes. Pour comprendre comment s'opère la sélection naturelle, examinons les pinsons que Darwin découvrit dans les îles Galapagos. 13 espèces de pinsons vivent dans ces îles et diffèrent légèrement par la taille et la forme de leur bec. Darwin rentra en Angleterre avec 9 espèces différentes de ces oiseaux. Selon sa théorie, les différentes tailles et formes des becs de ces oiseaux sont directement attribuables à la sélection naturelle. Un exemple souvent cité est celui des pinsons mangeurs de graines. À la suite des grandes périodes de pluie, on trouve dans ces îles des petites graines moelleuses en abondance. Les oiseaux, à petit bec, peuvent facilement se nourrir. Mais pendant les saisons sèches, les seules graines disponibles sont enveloppées dans des coquilles très résistantes. Elles sont là depuis l'année précédente. Dans ces circonstances, seuls les oiseaux à bec large et acéré peuvent briser ces coquilles et s'alimenter. Ces oiseaux à bec large survivent parce qu'ils peuvent se procurer à manger, contrairement aux autres volatiles. Leur large bec leur offre ce que les biologistes appellent aujourd'hui un avantage fonctionnel. Les pinsons à petit bec, hélas, meurent de faim parce qu'ils ne peuvent accéder à la nourriture. Si la sécheresse perdure, ces conditions environnementales entraînent des changements dans la population des pinsons. Avec le temps, les becs larges sont transmis aux générations suivantes parce qu'ils permettent à ces oiseaux de survivre. La sélection naturelle était une idée très attrayante. Les variations physiques avantageuses seraient héritées au fil des générations. À travers ce processus, les populations seraient modifiées et au fil du temps, des organismes fondamentalement différents apparaîtraient, sans qu'aucune forme d'intelligence ne guide ce processus. Darwin voulait tout expliquer dans l'histoire du vivant par des processus naturels non intelligents et non conçus. Et quand il chercha une explication, il découvrit que ces processus observés chez des populations apprivoisées fonctionnent aussi dans la nature sauvage. Darwin connaissait bien les élevages domestiques. Il étudiait lui-même les pigeons d'élevage et savait que depuis des siècles, des éleveurs produisaient des changements importants chez les populations animales en sélectionnant certains individus pour la reproduction. Darwin suggéra en fait que le même processus existait à l'état naturel. Pour Charles Darwin, la sélection naturelle expliquait l'apparence d'une conception sans la présence d'un concepteur. Il n'était plus nécessaire d'évoquer une cause intelligente face à la complexité de la vie. Résultat, la sélection naturelle venait se substituer au concepteur. Aujourd'hui, la science et le monde universitaire en général ont adopté les théories de Darwin. Pourtant, malgré cette large acceptation, un nombre croissant de scientifiques et de savants, y compris ceux de Pajarot-Dune, remettent en question des aspects importants du darwinisme. Quand nous nous sommes retrouvés à Pajarot-Dune, nous n'étions certainement pas d'accord sur tout, mais nous partagions une réelle insatisfaction devant le mécanisme de la sélection naturelle et le rôle qu'il exerçait dans les explications d'ordre biologique. La sélection naturelle est un processus bien réel
qui permet d'expliquer certaines variations limitées à petite échelle. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Mais contrairement aux espérances de Darwin, elle ne suffit pas à expliquer la profonde complexité de la vie. On a d'un côté le bec du pinson et de l'autre le pinson. Un changement mineur dans la structure d'un bec face à l'origine de l'oiseau lui-même. Ces phénomènes ne se placent pas sur la même échelle, ce sont des problèmes distincts. Le problème le plus important pour la biologie est de comprendre où la sélection naturelle opère et là où elle n'intervient pas, et la raison de cette différence. Les preuves sont très convaincantes. Chacun d'entre nous estimait que si nous laissions parler ces preuves, elles nous mèneraient dans une direction très différente, éloignée de la sélection naturelle, vers une autre conclusion sur l'origine et la nature de la vie sur Terre. La sélection naturelle n'agit que par l'accumulation de petites variations successives. Elle n'avance jamais par de grands sauts rapides, mais lentement et sûrement, par petits pas. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Depuis 1988, le Dr Michael B.E. étudie des systèmes biologiques complexes qui semblent défier les explications basées sur la sélection naturelle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'évolution darwinienne expliquait tout ce que nous observons en biologie. Ce n'est pas parce que j'y voyais une explication, mais plutôt parce qu'on me l'avait dit. On m'a appris la biologie darwinienne à l'école. Et à l'université, je baignais dans une atmosphère où l'on supposait que cette théorie fournissait des explications à la biologie. Et là encore, je n'avais aucune raison d'en douter. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. J'avais devant moi une série de très bons arguments. J'avais décroché un doctorat en biochimie, je faisais partie du corps enseignant, et pourtant ces points de vue m'étaient totalement inconnus. À partir de ce moment, je me suis intéressé de près à la question de l'évolution, et j'ai choisi de ne plus considérer les processus darwiniens comme la seule explication à la vie. Le scepticisme de Michael B.E. découlait en grande partie des découvertes de la biologie moderne sur le composant fondamental de la vie, la cellule. Au XIXe siècle, du vivant de Darwin, les scientifiques pensaient que l'unité fondamentale de la vie, la cellule, n'était qu'un simple globule de protoplasme, un morceau de gélatine ou quelque chose de facile à expliquer. Cette idée est demeurée plus ou moins inchangée jusqu'au début des années 50. Mais pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notre connaissance de la cellule a totalement explosé. Aujourd'hui, les technologies de pointe révèlent des mondes microscopiques très élaborés. Des mondes si petits qu'un dé à coudre de culture liquide peut contenir plus de 4 milliards de bactéries unicellulaires dans lesquelles s'entassent des circuits, des codes d'assemblage, des machines miniatures avec une complexité que Charles Darwin n'aurait jamais imaginée. À la base même de la vie, là où les molécules et les cellules mènent la danse, on a découvert des machines. Des machines moléculaires au sens littéral. De minuscules camions moléculaires transportent des fournitures d'un bout à l'autre de la cellule. Des machines captent l'énergie solaire pour la transformer en énergie utilisable. Il y a autant de machines moléculaires que de fonctions organiques dans le corps humain. Le fait d'entendre, de voir, de sentir, de goûter, de toucher, la coagulation sanguine, la fonction respiratoire, la réponse immunitaire, tous font appel à une multitude de machines.
Quand on observe ces mécanismes, on se demande d'où viennent-ils? Et la réponse classique, celle de l'évolution darwinienne, est à mon avis très inadéquate. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael B.E. commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant, c'est un vrai moteur hors bord. C'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. La réaction de B.E. n'est pas surprenante, étant donné que les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent d'un ensemble de composants mécaniques très élaborés. Les composants de ce système apparaissent au microscope quand des échantillons de cellules sont grossis 50 000 fois. Les biochimistes ont utilisé des photos de microscopie électronique comme celle-ci pour identifier les composants et la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. C'est ainsi qu'ils ont découvert une pure merveille technique à l'échelle miniature. Howard Berg de Harvard l'a surnommé la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours par minute. Et ils sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, ils peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir à 100 000 tours par minute dans une autre direction. Et tout comme un moteur hors bord, ils sont composés d'un grand nombre d'éléments, indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Le flagelle bactérien est doté de 2 vitesses en marche, avant et arrière, d'un refroidissement liquide et d'une force protomotrice. Il possède des anneaux externes et internes, un crochet, un arbre de transmission, une hélice. Ces composants fonctionnent comme un moteur. On emploie ces termes maladroits pour décrire en fait la fonction de ces éléments. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée. Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael B.E. pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas. Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle, tant que tous les éléments ne sont pas en place. La complexité irréductible des machines moléculaires
pose un défi d'envergure aux possibilités de la sélection naturelle. Selon la théorie de Darwin, même des structures biologiques très complexes, comme l'œil, l'oreille ou le cœur, peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance aux flagelles bactériens ? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien et tous ses composants aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie pour commencer que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. En 1996, Michael Behe publia un livre intitulé Darwin's Black Box, dans lequel il chercha à montrer que la sélection naturelle, substitut d'une conception intelligente pour Darwin, ne pouvait expliquer l'origine du flagelle bactérien ou de tout autre système biologique irréductiblement complexe. Michael Behe arriva à la conclusion que la complexité inhérente à ces systèmes nous oriente vers une conception intelligente. Darwin's Black Box suscita immédiatement la controverse. Plus de 75 publications, y compris les revues scientifiques et les journaux les plus cotés, commentèrent l'ouvrage. Certains scientifiques saluèrent le travail de Behe, tandis que d'autres lui reprochèrent des approches non scientifiques et des motivations religieuses. Les critiques de Behe soulignèrent aussi qu'il avait sous-estimé les capacités de la sélection naturelle. Selon eux, le mécanisme flagellaire aurait pu être construit à partir d'éléments utiles à la fabrication de machines moléculaires plus simples, comme cette pompe cellulaire effilée. Si les composants de cette pompe existaient déjà, ils auraient pu être préservés par la sélection naturelle avant même l'apparition du moteur bactérien. Cette théorie est appelée cooption. Cela signifie essentiellement qu'à un moment donné, l'évolution ou la sélection naturelle était capable d'emprunter des composants à une machine moléculaire pour en construire une autre. Scott Minnick a étudié le moteur flagellaire pendant près de 20 ans. Ces études l'ont amené à remettre en question l'argument de la cooption. Dans le flagelle bactérien, on retrouve 40 structures. Certes, 10 d'entre elles sont impliquées dans une autre machine moléculaire, mais les 30 autres sont uniques. Où ont-elles pu être empruntées? Finalement, il faudra pouvoir décrire quel était l'autre fonctionnement de chaque partie et son utilité à l'origine. En fait, on ne peut pas poursuivre cet argument bien loin.
car on se heurte au problème de devoir emprunter au néant. Et même si on admet que tous les éléments étaient réunis pour assembler une telle machine, d'autres problèmes surgissent. Les instructions d'assemblage sont encore plus complexes. Cette question n'est jamais abordée par les adversaires de la complexité irréductible. Les études menées sur le moteur bactérien ont en fait révélé une complexité encore plus grande, car son élaboration ne dépend pas seulement de composants précis, mais aussi d'une séquence d'assemblage minutieuse. Il faut que les choses soient faites au bon moment. On a besoin du nombre exact d'éléments. On doit les assembler de façon séquentielle. Il faut pouvoir déterminer si l'assemblage s'est bien déroulé pour ne pas gaspiller de l'énergie pour une structure qui ne sera pas fonctionnelle. La construction d'une machine moléculaire est comparable à celle d'une maison où les ouvriers suivent un plan d'architecture détaillé. On pose les fondations avant d'ériger les murs. On installe la plomberie et le réseau électrique avant de recouvrir les cloisons. On doit encastrer les fenêtres avant de passer à la finition extérieure. Et on pose les bardeaux seulement après avoir cloué le contreplaqué au chevron. Il en est de même de la construction du moteur flagellaire. Le flagelle est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Les composants de la structure circulaire de l'anneau sont comptés et une fois assemblés, un message indique qu'on peut passer à la suite. Une tige est ajoutée, puis un anneau, puis une autre tige, suivi des crochets qui, ayant atteint une certaine taille et inclinaison, environ 90 degrés, laissent place à l'assemblage du filament flagellaire. Tout ceci intervient selon un ordre précis, à l'instar de la construction d'un bâtiment. Pour construire le moteur correctement, il faut un système complexe où les machines respectent minutieusement l'ordre des instructions d'assemblage. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel système ? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Pour aboutir au mécanisme flagellaire, ou à des dizaines de milliers d'autres au sein de la cellule, on a besoin d'autres mécanismes qui régulent le montage de ces structures. Des mécanismes qui eux-mêmes dépendent d'autres mécanismes pour leur assemblage. Si un seul de ces éléments venait à manquer ou était mal placé, le moteur ne fonctionnerait pas. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est donc, lui aussi, irréductiblement complexe. En fait, on rencontre ici une complexité irréductible tout au long de la chaîne. Nous connaissons bien le flagelle bactérien. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais on l'a beaucoup étudié et il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pourraient poser à sa théorie. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, ma théorie s'effondrerait totalement. Il y a deux grandes questions en biologie. Comment apparaissent les nouvelles formes de vie, avec de nouveaux organes comme les ailes ou les yeux, à partir d'organismes qui existent déjà? Et deuxièmement, comment la vie elle-même est apparue sur Terre? On sait que Darwin a voué la majeure partie de sa vie à la première question. Charles Darwin a comparé l'histoire de la vie sur Terre à une grande arborescence. À la base, on retrouve la toute première cellule vivante, et les branches représentent de nouvelles formes de vie plus élaborées qui ont évolué avec le temps à partir de cet organisme primitif.
Darwin voulait expliquer l'origine des branches de cet arbre de vie. Il essaya de montrer comment la sélection naturelle aurait pu modifier des espèces, produisant ainsi la grande diversité de vie végétale et animale que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Mais pour ce qui est de la base de l'arborescence, la première cellule vivante, Darwin n'a pas dit grand-chose. En fait, dans l'origine des espèces, il n'a même pas abordé la question de l'origine de la vie à partir d'une matière non vivante. Les seuls aperçus de ses opinions à ce sujet nous viennent d'une lettre qu'il a écrite à son collègue Joseph Hooker. Concernant la première production d'un organisme vivant, si, et oh quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée, mais peut-être qu'avant l'apparition des créatures vivantes, cela n'aurait pas été le cas. Au cours des dernières années de sa vie, Darwin développa peu l'idée selon laquelle une cellule aurait émergé de simples composés chimiques dans les eaux primitives de la Terre. Mais dans les années 20 et 30, un savant russe du nom d'Alexandre Oparin formula une théorie détaillée sur la possibilité de ce phénomène. Il l'appela l'évolution chimique. Oparin a essayé d'expliquer l'origine de la vie à partir des principes darwiniens. Il a imaginé de simples composés chimiques se combinant plusieurs fois pour former des molécules plus grandes. Puis ces molécules se seraient organisées à l'aide de variations aléatoires et de la sélection naturelle pour donner lieu à la première cellule vivante primitive. Pendant les 30 ans qui suivirent, de nombreux scientifiques cherchèrent à développer et affiner ces idées en se penchant sur les questions soulevées par Oparin et Darwin. Comment la vie avait-elle pu émerger de simples produits chimiques? Un homme pensait avoir trouvé la solution. Le problème des origines biologiques m'a très longtemps passionné par son envergure et son importance. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Des questions qui m'interpellaient du point de vue scientifique. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, Dean Kenyon était l'un des théoriciens les plus avancés au monde dans le domaine de l'évolution chimique. Comme d'autres savants, il essayait d'expliquer comment la vie sur Terre était apparue à partir d'un processus purement naturel. En 1969, Kenyon coécrivit un ouvrage important sur l'origine de la vie. Gary Steinman et moi-même pensions qu'en réunissant toutes les preuves empiriques accumulées du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Les protéines ont de multiples fonctions dans la cellule, de l'agencement structurel, avec le cytosquelette aux enzymes qui catalysent les molécules pour obtenir de l'énergie ou pour bâtir des composantes cellulaires. Les protéines exécutent à peu près toutes les tâches dans la cellule, sauf le stockage d'informations génétiques, effectué par l'ADN et l'ARN. Toutes les fonctions quotidiennes, telles que le nettoyage de la cellule et la production d'énergie, sont accomplies par les protéines. Kenyon savait que les protéines auraient été aussi indispensables au premier organisme vivant qu'elles le sont dans les cellules aujourd'hui. Il reconnaissait aussi la complexité de leur construction. Dès 1960, les scientifiques avaient établi que même des cellules élémentaires sont composées de milliers de protéines différentes et que la fonction de ces molécules est due à leur structure tridimensionnelle très complexe.
La forme irrégulière de certaines protéines leur permet de catalyser ou de déclencher des réactions chimiques grâce à leur parfaite adaptation aux autres molécules de la cellule. D'autres protéines s'emboîtent pour former des composants structurels. Les parties du moteur bactérien, comme cet anneau, sont composées chacune d'une seule protéine ou d'un assemblage de protéines qui lui donne une forme spécifique. Les protéines sont à leur tour composées d'unités chimiques plus petites, appelées acides aminés, reliés les unes aux autres pour former de longues chaînes. On observe un très grand degré de complexité dans l'architecture des acides aminés qui forment les protéines. Dans la nature, 20 types d'acides aminés servent à la construction de ces chaînes de protéines. Les biologistes les ont comparés aux 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet peuvent faire l'objet d'un nombre énorme de combinaisons. C'est l'arrangement séquentiel des lettres qui détermine le sens des mots et des phrases. Si les lettres sont disposées correctement, on obtient un texte compréhensible. Sinon, on crée du charabia. Le même principe s'applique aux acides aminés et aux protéines. Il existe plus de 30 000 protéines distinctes et chacune d'elles repose sur une combinaison différente des 20 acides aminés évoqués précédemment. Ces acides sont disposés comme des lettres pour former des chaînes qui comptent parfois des centaines d'unités. Si les acides aminés sont bien séquencés, la chaîne sera alors pliée pour devenir une protéine fonctionnelle. Les acides aminés s'emboîtent les uns dans les autres pour former une architecture préprogrammée par l'ordre de ces acides. Une structure est ainsi élaborée en vue d'une fonction particulière. Toutes les protéines de la cellule ont donc une forme tridimensionnelle, basée sur la disposition des acides aminés dans la chaîne. Cette disposition est cruciale. Si des acides aminés sont mal séquencés, une chaîne inutile se forme et au lieu de devenir une protéine opérationnelle, elle est détruite dans la cellule. À l'instar des langues écrites ou des programmes informatiques, les protéines ont une spécificité très élevée. Le fonctionnement de l'ensemble dépend d'un arrangement précis des éléments individuels. Mais qu'est-ce qui produit les séquences précises de ces acides aminés, donnant ainsi des formes et fonctions spécifiques aux protéines? Au cours des années 50 et 60, des découvertes sur la structure des protéines ont poussé les biologistes à sonder ce mystère. Dean Kenyon pensait pouvoir le résoudre. Dans leur livre « La prédestination biochimique », Kenyon et Steinman proposèrent une théorie intrigante. Kenyon écrivit « La vie aurait pu être biochimiquement prédestinée par les propriétés d'attraction des parties chimiques, notamment entre les acides aminés dans les protéines. » Au moment de la parution de mon livre, mon collaborateur et moi étions entièrement convaincus que nous disposions d'une explication scientifique des origines. Kenyon suggéra que les propriétés chimiques des acides aminés les avaient attirés mutuellement pour former de longues chaînes qui sont devenues les premières protéines, les constituants les plus importants de la cellule vivante. Et cela signifiait que la vie était en fait inévitable, prédestinée tout simplement par la chimie. Beaucoup de scientifiques adoptèrent les idées de Kenyon, et pendant les 20 années qui suivirent, la prédestination biochimique fut un best-seller sur la théorie de l'évolution chimique. Mais 5 ans après la publication de son livre, Kenyon se mit à douter de la vraisemblance de sa propre théorie. C'est au cours de cette période que mes doutes sur certains aspects de la pensée évolutionniste se sont manifestés. J'ai été confronté à un contre-argument solide de la part d'un de mes étudiants. Un argument que je ne pouvais pas réfuter. Kenyon était tenu d'expliquer comment les premières protéines avaient pu être assemblées sans l'aide d'instructions génétiques. Aujourd'hui, dans les cellules vivantes, les chaînes d'acides aminés ne se forment pas directement par des forces d'attraction entre leurs éléments, scénario des origines envisagé par Kenyon. C'est une grosse molécule à l'intérieur de la cellule qui contient les instructions d'assemblage d'acides aminés en protéines. Il s'agit
de l'ADN. Au départ, Kenyon croyait que les protéines auraient pu se former directement sans les instructions de l'ADN. Et c'est ce qui créa l'enthousiasme scientifique autour de sa théorie. Mais plus il étudia les propriétés des acides aminés et des protéines, plus il douta que les protéines aient pu s'assembler sans ADN. Avec l'ADN, Kenyon fut confronté à une molécule possédant des propriétés qu'il ne pouvait pas expliquer par le biais des processus naturels. En effet, une mine d'informations se trouve fermement verrouillée dans sa structure en double hélice, sous la forme de composés chimiques spécifiquement séquencés que les scientifiques représentent par les lettres A, C, T et G. Dans une langue écrite, l'information est transmise au moyen d'un arrangement spécifique de lettres. De la même manière, les instructions nécessaires à l'assemblage des acides aminés en protéines sont transmises par des séquences d'éléments chimiques disposés le long de l'axe de l'ADN. Ce code chimique a été surnommé le langage de la vie. Il s'agit de l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. À l'instar des scientifiques qui étudiaient l'origine de la vie, Kenyon a compris qu'il avait le choix entre arriver à expliquer la provenance de ces instructions génétiques d'assemblage ou démontrer que les protéines avaient été directement fabriquées par les acides aminés et sans ADN dans les océans primitifs. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Réunir dans un petit volume submicroscopique d'océans primitifs toutes les centaines de composés moléculaires nécessaires à l'émergence d'un cycle autorépliquant est un problème énorme. Et c'est ainsi que mes doutes sur la capacité des acides aminés à s'organiser en séquences biologiques indépendantes et fonctionnelles, sans la présence préalable d'informations génétiques, m'ont conduit à un point de rupture intellectuelle vers la fin des années 70. Pendant que Kenyon réévaluait sa théorie, de nouvelles découvertes biochimiques affaiblirent davantage sa conviction que les acides aminés auraient pu se regrouper en protéines. Plus j'approfondissais mes recherches, qui se déroulèrent quelque temps au centre de recherche Ames de la NASA, plus mon hypothèse de l'évolution chimique faisait question. Par la suite, les études expérimentales ont montré que les acides aminés n'ont pas la capacité de s'organiser en séquences biologiques fonctionnelles. Face à l'accumulation des problèmes au sein de sa théorie et à l'augmentation des données scientifiques sur l'importance de l'ADN, Kenyon fut obligé de prendre en compte le rôle incontournable de l'information génétique. À force d'examiner l'alternative présentée dans les critiques et le problème énorme que nous tous qui travaillons dans le domaine avions négligé, à savoir l'origine de l'information génétique elle-même, j'ai été amené à reconsidérer ma position sur les origines. Pour Dean Kenyon, une nouvelle question occupa le centre de ses recherches sur l'origine de la vie. Quelle est la source des informations biologiques contenues dans l'ADN? Si quelqu'un pouvait déceler l'origine de ces messages encodés dans l'être vivant, on aboutirait à une satisfaction intellectuelle bien plus grande que celle offerte par la théorie de l'évolution chimique. Mais Kenyon se rendit compte qu'il faisait face à des alternatives limitées. Dans les années 70, la plupart des chercheurs avaient rejeté l'idée que l'information nécessaire à l'émergence de la première cellule était le simple fait du hasard. Pour comprendre cela, imaginez la difficulté d'obtenir seulement 2 lignes d'une pièce de Shakespeare comme Hamlet en laissant tomber des lettres de Scrabble sur une table. Puis, considérez que les instructions génétiques nécessaires à la composition des protéines dans l'organisme unicellulaire le plus simple rempliraient des centaines de pages de texte imprimés.
Bien sûr, les biologistes sérieux ne croyaient pas que la vie était apparue par pur hasard. Ils envisageaient plutôt que la sélection naturelle s'était opérée sur des variations aléatoires parmi les composés chimiques pour produire la première forme de vie. Mais cette proposition posait un problème. Par définition, la sélection naturelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de la première cellule vivante. Parce qu'elle n'intervient que sur des organismes capables de se répliquer, des cellules équipées d'ADN qui transmettent leurs mutations génétiques aux générations suivantes. Sans ADN, il n'y a pas d'autoréplication. Mais sans autoréplication, il n'y a pas de sélection naturelle. On ne peut donc pas utiliser la sélection naturelle pour expliquer l'origine de l'ADN, sans supposer l'existence même de ce qu'on cherche à expliquer. Le hasard, la sélection naturelle et sa théorie d'auto-organisation n'avaient pas été en mesure de définir l'origine de l'information génétique. Kenyon n'avait plus qu'une alternative. En l'absence de la moindre probabilité de voir l'évolution chimique déterminer l'origine de la cellule la plus simple, l'approche d'une conception intelligente de la vie m'a beaucoup attiré et m'a paru très sensée, étant donné qu'elle correspondait étroitement à de multiples découvertes en biologie moléculaire. Dans les années suivant le rejet de l'évolution chimique par Kenyon, la science a révélé les détails d'un système complet de traitement d'informations qui porte la marque d'une conception intelligente. Des images de synthèse nous permettent d'entrer dans une cellule et d'observer son remarquable fonctionnement. Au cœur de la cellule, on aperçoit les brins compacts d'ADN, des entrepôts d'informations indispensables à la construction de toutes les protéines d'un organisme. Dans un processus appelé transcription, une machine moléculaire déroule une section de l'hélice pour exposer les instructions génétiques nécessaires à l'assemblage d'une protéine spécifique. Une autre machine copie ensuite ces instructions pour former une molécule appelée ARN messager. La transcription achevée, le brin d'ARN transporte l'information génétique à travers l'ensemble pore nucléaire, qui est une espèce de portier qui contrôle les échanges entre le noyau et le reste de la cellule. L'ARN messager se dirige vers une usine moléculaire constituée de 2 sous-unités et appelée ribosome. Après un arrimage solide, le processus du décodage commence. Dans le ribosome, une chaîne de montage moléculaire construit une série d'acides aminés spécifiquement séquencés. Ces acides aminés sont acheminés de diverses parties de la cellule, puis assemblés en chaînes qui comptent souvent des centaines d'unités. Leur disposition séquentielle détermine le type de protéines fabriquées. Lorsque la chaîne est constituée, elle quitte le ribosome pour se diriger vers une machine en forme de tonneau qui l'aide à prendre la forme précise, indispensable à sa fonction. Une fois la protéine fabriquée, elle est libérée et escortée par une autre machine moléculaire vers l'emplacement exact qui l'attend. Il est absolument inouï d'observer, à cette échelle microscopique, un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente.
Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. Quand j'observe les machines moléculaires ou le processus incroyablement complexe de la division cellulaire, j'ai envie de poser la question. Est-il possible que cela provienne d'une intelligence? Ces structures ont-elles été planifiées dans un but précis? La science doit être une recherche de la vérité à propos de notre monde. Nous ne devons pas préjuger de la vérité. Nous ne devons pas dire « je n'aime pas cette explication, donc je la mets de côté ». Quand nous sommes confrontés à un puzzle dans la nature, il faut plutôt considérer toutes les explications possibles. Un des problèmes que me pose la théorie de l'évolution est qu'elle écarte artificiellement une cause avant même de considérer les preuves. Et cette cause, c'est l'intelligence. Depuis la fin du 19e siècle, depuis Darwin en fait, en partie en raison de l'origine des espèces, les scientifiques ont été amenés à accepter une convention, une définition de la science qui excluait toute explication basée sur une conception intelligente. Cette convention porte un nom, le naturalisme méthodologique. Cela veut dire tout simplement que si l'on veut rester scientifique, les explications qu'on avance doivent se borner à des causes naturelles. On ne peut invoquer l'intelligence pour désigner une cause. Pourtant, et curieusement, nous évoquons régulièrement l'intelligence. Constater les effets de l'intelligence fait partie de nos raisonnements habituels. Prenez par exemple les hiéroglyphes gravés sur les ruines des monuments égyptiens. Personne n'attribuerait les formes et la disposition de ces symboles à des causes naturelles telles que les tempêtes de sable ou l'érosion. Ils sont bien reconnus comme l'œuvre d'anciens scribes, des êtres humains intelligents. Le même raisonnement nous fait conclure que les mystérieuses statues de l'île de Pâques ne sont pas le fruit de l'action du vent et de l'eau au fil du temps. On ne suppose pas non plus que des plantes puissent prendre ces formes familières sans l'apport d'une intelligence. Nous aboutissons régulièrement à ces conclusions, et nous savons qu'elles sont justes. Mais la question est de savoir sur quelle base nous faisons ces déductions. Quelles caractéristiques nous permettent de reconnaître l'intelligence? Dans un livre récent intitulé The Design in France, le mathématicien William Dembski a réalisé une avancée importante pour comprendre l'activité de l'intelligence. Dembski a identifié les caractéristiques spécifiques des phénomènes qui nous poussent à reconnaître une activité intelligente préalable. J'ai abordé ce sujet en essayant de comprendre comment nous raisonnons. Quelles sont les démarches logiques qui nous amènent à conclure à une conception intelligente? Et ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des critères fiables, empiriques et rigoureusement scientifiques pour déterminer si quelque chose a été conçu. J'ai examiné les démarches logiques et j'ai établi qu'il faut de l'improbabilité, des caractéristiques, un motif identifiable. Selon Dembski, les hommes reconnaissent avec justesse une activité intelligente quand ils observent un objet ou un événement très improbable qui correspond aussi à un motif reconnaissable. C'est ce que l'on retrouve dans les collines noires du Dakota du Sud. Si vous traversez l'Ouest, vous apercevrez de nombreuses formes dans les montagnes, sans signification particulière pour la plupart. Ce sont de simples rochers éparpillés çà et là. Mais vous ne verrez pas les visages de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt et George Washington. C'est seulement dans le Dakota du Sud qu'elles apparaissent. Elles sont là à cause d'un sculpteur, un excentrique, qui voulait honorer ses présidents des États-Unis en passant la plus grande partie de sa vie à ciseler leur visage dans les parois d'une montagne. La forme est improbable. Une colline quelconque est aussi improbable. Mais une telle colline ne caractérise rien. On connaît par contre 4 présidents des États-Unis aux traits particuliers et on s'aperçoit que ces sculptures sur les parois de la montagne correspondent à ces individus.
Quand j'observe ces visages, je reconnais immédiatement les présidents représentés sur des billets, des tableaux de la National Gallery ou des peintures. En regardant le mont Rushmore, je retrouve non seulement des configurations de rochers très improbables, mais aussi des formes liées à un modèle indépendant qui indique de manière fiable la présence d'intelligence. On a donc une faible probabilité et des caractéristiques. C'est attribuable à une conception. Sur une plage, une autre forme improbable gravée dans le sol illustre comment nous reconnaissons la conception intelligente. Personne ne penserait que ce message a été écrit par les marées. Les caractéristiques de cette forme nous conduisent à voir les mots comme le produit d'une intelligence. Cette disposition improbable coïncide aussi avec un modèle donné et indépendant, à savoir celui des lettres de l'alphabet et des mots reconnus de notre vocabulaire. C'est donc l'improbabilité de la configuration à laquelle s'ajoute la concordance avec un modèle indépendant qui éveille la notion de conception. Ces illustrations suggèrent que les critères de William Dembski pour détecter une conception intelligente, une faible probabilité et des caractéristiques, correspondent essentiellement à de l'information. Une information présente non seulement dans des photos, des écrits et des séquences numériques, mais aussi dans des logiciels et des signaux radio. La capacité de détecter l'information dans des transmissions électromagnétiques a permis à l'homme de faire des recherches uniques pour trouver de l'intelligence. Depuis plus de 30 ans, les astronomes qui participent au programme SETI, à la recherche d'une intelligence extraterrestre, sont à l'écoute de signaux radio en provenance de l'espace dans le but de découvrir des signaux enrichis d'informations. D'ordinaire, les radiotélescopes captent des bruits quelconques ou de simples signaux répétitifs, produits naturellement par des étoiles, des galaxies ou d'autres corps célestes. Mais les astronomes affirment que si jamais ils identifiaient un signal porteur d'informations, cela confirmerait l'existence d'une vie intelligente au-delà de la Terre. Certains ont spéculé sur une civilisation extraterrestre qui aurait peut-être essayé de communiquer avec nous par le langage universel des mathématiques. Par exemple, au moyen d'une série de nombres premiers. On ne peut pas obtenir cela par hasard. Il faut de la complexité ou de l'improbabilité, beaucoup de nombres premiers, et aussi une structure, un motif identifiable. Ce n'est pas un motif que l'on impose, c'est un motif qui se présente objectivement. À ce jour, le programme SETI n'a détecté aucun motif ni aucune information attribuable à de l'intelligence dans une galaxie éloignée. Mais un autre univers, bien plus proche, a offert aux scientifiques une mine d'informations regroupées au sein du noyau de la cellule vivante. L'ADN possède une structure idéale pour le transport de données. Dans les 4 nucléotides ACTG, les bases de la double hélice d'ADN, se trouve le potentiel de stocker une très grande quantité d'informations. Il n'existe en fait aucune entité dans l'univers connu qui puisse conserver et traiter autant de données avec autant d'efficacité que la molécule d'ADN. Un ADN humain complet contient 3 milliards de caractères individuels. L'analyse des régions codantes d'ADN démontre que les caractères chimiques sont disposés avec une spécificité qui leur permet de transmettre des instructions ou des informations détaillées, tout comme les lettres d'une phrase et les nombres binaires d'un code informatique. Bill Gates a déclaré que l'ADN ressemble à un programme informatique, beaucoup plus complexe toutefois que tout ce que nous avons été capables de concevoir. Si on réfléchit à cette observation, on voit tout ce qu'elle peut suggérer. Parce qu'on sait que Bill Gates n'a pas recours au vent, à l'érosion ou à des générateurs de nombres aléatoires pour créer ses logiciels. Il emploie à cet effet des ingénieurs intelligents, des ingénieurs en informatique. Tout ce que nous savons nous indique donc que des systèmes riches en informations découlent d'une conception intelligente. Mais que penser du fait que la vie contient des informations, du fait qu'elles sont présentes dans chaque cellule de chaque organisme vivant? C'est ça le mystère fondamental. D'où vient cette information? Au cours des 15 dernières années,
le philosophe et scientifique Stephen Meyer s'est appliqué à répondre à cette question. Meyer a développé un argument pour démontrer que la conception intelligente offre la meilleure explication sur l'origine des informations nécessaires à la constitution de la première cellule vivante. Le fait que des agents intelligents puissent produire des systèmes riches en informations relève de notre base de connaissances. Mon argument ne repose pas sur ce que nous ignorons, mais sur notre compréhension des mécanismes de cause à effet sur notre planète. Nous savons aujourd'hui qu'aucune explication naturaliste, ni aucune cause naturelle ne correspondent à la production d'informations. Ni la sélection naturelle, ni des processus auto-organisés, ni le hasard. Mais nous savons qu'il existe une cause pouvant produire de l'information, et c'est l'intelligence. Par conséquent, quand des personnes associent la conception intelligente à la présence d'informations dans l'ADN, elles se réfèrent à ce que l'on appelle dans les sciences historiques la meilleure explication possible. En observant donc une structure riche en informations dans la cellule, plus précisément dans l'ADN, nous pouvons déduire qu'une intelligence a joué un rôle dans l'origine de ce système, même si nous n'étions pas présents quand il est venu à l'existence. Les travaux de Meyer sur l'origine de l'information génétique sont venus enrichir un plaidoyer scientifique pour la conception intelligente, née d'une réunion de savants et de philosophes sur la côte centrale de la Californie en 1993. Leur objectif était de réévaluer une idée qui a dominé la biologie pendant plus d'un siècle. Au fil de leurs rencontres, ils développèrent une théorie connue aujourd'hui sous les noms de conception intelligente ou dessin intelligent. À mes yeux, la conception intelligente est très prometteuse parce qu'elle nous apporte un nouvel outil et une explication qui a sa place dans la panoplie de la science. Les causes intelligentes sont réelles, elles laissent des preuves de leur existence. Et une science se porte bien quand elle recherche la vérité et permet aux preuves de parler d'elles-mêmes. L'argument de la conception intelligente est basé sur une observation des faits. C'est ainsi que je définis une science efficace. C'est en observant les faits. Et quand on les étudie comme Michael Behe, on découvre ce modèle incroyable de complexité indépendante. Et la façon de conclure à une conception intelligente devant un flagelle bactérien est la même que celle qu'on adopte devant un moteur hors bord. Quand on regarde ce moteur, on voit comment ces parties fonctionnent entre elles et on sait que quelqu'un l'a fabriqué. Le raisonnement est le même devant des machines moléculaires. Et donc l'idée de conception intelligente est entièrement scientifique. Elle peut certes comporter des implications religieuses, mais elle ne repose pas sur de telles hypothèses. Quand j'étudie ce sujet objectivement, sans écarter la possibilité d'une conception, celle-ci jaillit comme l'explication la plus plausible. Et c'est pourquoi j'y adhère. Je pense que la conception intelligente est de retour. On ne peut pas expliquer ces systèmes par des lois naturelles. Si on recherche la vérité, et s'ils ont réellement été conçus, s'il faut être des ingénieurs en conception pour les comprendre, alors je dis, quel est le problème? On sait qu'on se laisse guider par les données. Quant aux profondes implications métaphysiques, on n'y peut rien. C'est donc une idée puissante que de considérer l'univers comme rationnel et compréhensible, soutenu par une intelligence suprême qui veut que notre monde soit compris. Cela renforce aussi la science, parce qu'on peut regarder le monde et y trouver une signification. Si tout vient d'un assemblage chaotique, il n'y a aucune raison de s'attendre à y voir des éléments rationnels. Mais si cela vient d'une intelligence, alors la science devient un puzzle gigantesque à résoudre, et dans lequel on peut s'attendre à de la rationalité, de la beauté et de l'intelligibilité, à la base même des choses. Il y a 150 ans, Charles Darwin a transformé la science par sa théorie de sélection naturelle. Aujourd'hui, cette théorie est confrontée à un défi énorme. La conception intelligente a entraîné à la fois des découvertes et des débats intenses sur l'origine de la vie terrestre. Et pour un nombre croissant d'hommes de science, elle représente un paradigme, une idée capable, à nouveau, de redéfinir les fondements de la pensée scientifique. Au cours du 19e siècle, les savants croyaient en l'existence de deux entités fondamentales, la matière
et l'énergie. Mais en ce début de 21e siècle, la science a dû reconnaître une troisième entité, à savoir l'information. Ainsi, en abordant la biologie à l'ère de l'information, on entrevoit de plus en plus que ce qui apparaît dans la molécule d'ADN est le produit d'une pensée, d'une intelligence, et ne peut être expliqué que par une conception intelligente.